Après l'enterrement de ma belle-mère, j'ai trouvé son testament. Le nom qui y figurait n'était pas le mien. La pluie tombait à verse pendant que nous revenions du cimetière, les gouttelettes s'écoulant sur le pare-brise comme des larmes cherchant à s'échapper. Je les ai regardées se fondre et se diviser, créant des motifs qui semblaient se moquer du chaos que je ressentais à l'intérieur. Le petit groupe de personnes en deuil s'était rapidement dispersé. Quelques anciens collègues de Margaret à l'université où elle avait enseigné la littérature anglaise pendant 3 décennies, une voisine âgée qui avait apporté un ragoût tous les dimanches pendant des années, le cousin de Robert de Seattle qui était venu en avion pour la journée et repartirait demain matin. Personne ne s'est attardé. Même morte, Margaret Harrington n'avait pas inspiré de chaleur ou de souvenirs affectueux, juste un respect consciencieux et un certain soulagement que le long déclin soit terminé. J'ai serré le petit parapluie noir qu'elle m'avait offert il y a des années pour un Noël oublié, mes mains se crispant autour de sa poignée. Il était cher, bien sûr, de fabrication italienne, avec une poignée en bois sculpté qui portait l'insigne du fabricant. Margaret n'achetait que ce qu'il y avait de mieux. « La qualité perdure », disait-elle, en regardant mon pull Target ou mes chaussures de grand magasin avec cette légère inclinaison du menton qui en disait long sans même prononcer un mot. Aujourd'hui encore, sur sa tombe, j'ai utilisé son parapluie et j'ai pensé à son regard évaluateur. Même morte, je ne pouvais échapper à sa présence. J'ai jeté un coup d'œil à mon reflet dans le rétroviseur, des yeux fatigués et cernés, des rides de plus en plus marquées autour de la bouche, des cheveux parsemés de gris que j'avais renoncé à dissimuler depuis des mois, qui avaient le temps d'aller chez le coiffeur quand il y avait des médicaments à administrer, des médecins à consulter et des draps à changer. À 42 ans, je reconnaissais à peine la femme qui me regardait. Lorsque j'ai rencontré Robert à l'âge de 30 ans, j'étais ambitieuse, pleine de projets pour ma carrière d'analyste financier, de randonner le week-end dans les White Mountains et éventuellement d'un petit cottage avec un jardin où je pourrais cultiver des tomates anciennes et des herbes parfumées. 15 ans de mariage plus tard, ces rêves semblaient appartenir à quelqu'un d'autre, une femme que j'avais connue, mais dont je ne me souvenais plus très bien. « Tu vas bien ?» demande Robert, les yeux fixés sur la route. Ses jointures étaient bordées à blanche sur le volant, mais sa voix était ferme, toujours stable, toujours contrôlée. Tel était Robert. En 15 ans de mariage, je ne l'ai vu que 2 fois vraiment en colère et 3 fois vraiment vulnérable. Il gardait le même équilibre que sa mère avait tant chéri. Les manifestations émotionnelles sont réservées à ceux qui n'ont pas la maîtrise de soi, disait Margaret, généralement après que j'eus ri trop fort lors d'un dîner ou pleuré pendant un film. Je répondais automatiquement « Je vais bien ». C'était ce que je disais toujours, ce qu'on attendait de moi. Je suis juste fatiguée. Il a hoché la tête, acceptant ma réponse sans poser de questions. Et j'ai ressenti une pointe d'agacement. Cela le tuerait-il d'aller plus loin, de reconnaître que les gens disent « bien » quand ils sont tout sauf bien? Mais ce n'est pas ainsi que nous fonctionnions. Notre mariage fonctionnait sur la base d'une efficacité sans faille et d'attente tacite, une machine bien huilée qui apportait confort et stabilité, à défaut de passion. La cérémonie avait été aussi austère que Margaret elle-même. Pas de fleurs, au-delà de la modeste composition que j'avais commandée. Pas d'éloge funèbre, à l'exception du discours bref et posé de Robert sur le dévouement de sa mère à l'éducation et à la littérature. Pas d'anecdotes personnelles, pas de souvenirs larmoyants, comme elle l'aurait voulu. Je l'ai observé au cimetière. Son visage était un masque de chagrin digne.
et je me suis demandé si, sous cette contenance, il ne se sentait pas soulagé. Sa mère avait été exigeante dans la santé et totalement dévorante dans la maladie. Pendant 3 ans, j'ai été sa principale aide-soignante, lui administrant des médicaments à intervalles précis, préparant des repas spéciaux conformes à ses strictes préférences alimentaires, la conduisant à d'interminables rendez-vous chez le médecin et, au cours des derniers mois, l'aidant à prendre son bain et à utiliser la salle de bain. J'avais appris à panser les escarres, à reconnaître les changements subtils dans la respiration qui présageaient l'une de ses crises, à lire à haute voix pendant des heures en suivant la cadence particulière qu'elle préférait. J'ai quitté mon emploi lorsque son état s'est aggravé après la 2e attaque. La carrière de banquier de Robert ne pouvait s'accommoder de l'attention constante qu'elle exigeait, et c'est donc à moi qu'est revenue la responsabilité de m'occuper d'elle. Non pas que je me sois plaint, du moins pas à voix haute. Ce n'était pas ainsi que fonctionnait notre arrangement. Margaret nous avait généreusement permis d'emménager dans sa spacieuse maison victorienne après notre mariage. Ce n'est pas la peine de gaspiller de l'argent en loyer alors qu'il y a tout cet espace, avait-elle dit en faisant le tour de la maison qui appartenait à la famille de son défunt mari depuis des générations. L'accord tacite était que nous nous occuperions d'elle pendant ses vieux jours. C'est une bonne chose. La maison elle-même était un chef-d'œuvre, une Queen Anne de 3 étages, avec un porche enveloppant, des boiseries d'origine et un emplacement dans le quartier historique le plus recherché de la ville. Nous vivions dans la chambre principale, au 2e étage, tandis que Margaret occupait la suite parentale au 1er étage, transformée en salle à manger formelle et en bureau adjacent, après qu'il lui fut devenu difficile de monter les escaliers. Tous les matins depuis 3 ans, je me levais à 6 heures pour commencer sa journée. Médicaments, petit déjeuner, bain à l'éponge, vêtements frais. Tous les soirs, je terminais ma journée de la même manière. Médicaments, dernier verre de lait chaud au miel, nouveau bain à l'éponge, nouvelle chemise de nuit, drap propre. Je n'ai jamais aimé cette femme, avec ses remarques acerbes sur mes vêtements pratiques et mon éducation pittoresque dans la campagne de Pennsylvanie. Mais j'ai respecté l'arrangement. Robert était dévoué à sa mère et j'étais dévouée à Robert. C'est aussi simple que cela. Quelque part, au fond de moi, j'avais toujours pensé que la maison finirait par nous appartenir. Pourquoi ne le serait-elle pas? Robert était son seul enfant. J'étais sa femme. J'avais passé les 3 dernières années à changer ses draps, à gérer ses médicaments, à lire à haute voix son Jane Austen bien-aimée pendant qu'elle s'endormait et s'évanouissait. Même si elle ne m'appréciait pas dans la vie, elle reconnaîtrait sûrement mon dévouement dans la mort. Nous nous sommes garés dans l'allée de la grande maison ancienne, dont le toit à pignons et les garnitures décoratives sont sombres sous la pluie. Pendant un moment, aucun de nous n'a bougé, comme s'il hésitait à pénétrer dans un espace si longtemps dominé par la présence de Margaret. Serait-il vide à présent? Ou bien son esprit s'attarderait-il dans les meubles anciens qu'elle astiquait religieusement dans la bibliothèque de classiques reliés en cuir qu'elle collectionnait depuis des décennies? Nous devrions passer en revue les papiers de maman, dit Robert lorsque nous sommes enfin entrés dans la maison, étrangement silencieuse, sans la télévision de Margaret, qui diffuse en permanence des séries policières britanniques en arrière-plan. Il faut tout mettre en ordre. Pas aujourd'hui, soupirai-je, l'épuisement m'envahissant comme un poids physique. 3 années de sommeil fragmenté et de vigilance constante m'avaient laissé perpétuellement fatiguée. J'ai juste besoin de me reposer. Je pense que nous devrions le faire maintenant,
insista-t-il, sa voix portant un accent inhabituel. Il portait encore son costume d'enterrement, gris anthracite avec une rayure subtile. Le cadeau de Noël de Margaret il y a 2 ans. Quelque chose dans son ton m'a fait réfléchir. L'avocat a laissé des documents. Nous devons les examiner. Ça ne peut pas attendre demain? J'envisageais déjà un bain chaud, peut-être un verre de vin, des petits luxes dont je m'étais privée en m'occupant de Margaret, qui considérait les bains comme du gaspillage et l'alcool comme un produit vulgaire. Je préfère le faire maintenant, a-t-il dit fermement. Cette assurance ne lui ressemblait pas et j'ai ressenti un certain malaise. Je l'ai suivi jusqu'au bureau, le domaine de Margaret, avec son antique bureau en acajou et ses murs tapissés de classiques reliés en cuir. La pièce sentait encore son parfum, Joy de Jean Patou, qu'elle portait quotidiennement même lorsqu'elle était alitée. Robert sortit un dossier du tiroir du bureau et posa plusieurs papiers sur la surface polie. Sur le dessus se trouve son testament, soigneusement imprimé avec un sceau officiel. Je pensais que nous avions déjà fait le tour de la question, ai-je dit. Margaret avait rédigé son testament il y a plusieurs années, après la mort de son mari. Elle l'avait montré à Robert, lui expliquant que tout lui reviendrait en tant qu'enfant unique. J'étais dans la pièce lorsqu'ils en ont discuté, mais je n'ai pas prêté attention aux détails. Cela m'avait semblé assez simple. « C'est un nouveau document, » dit Robert, d'une voix soigneusement neutre. Elle l'a fait rédiger il y a 2 ans, après sa première attaque. J'ai commencé à lire, les mots se brouillant, puis s'éclaircissant avec une terrible clarté. Moi, Margaret Eleanor Harrington, saine d'esprit et de mémoire, lègue ma maison du 47 Maple Avenue à ma nièce, Elizabeth Ann Crawford. J'ai lu la phrase 3 fois, certaine d'avoir mal compris. Elizabeth, la nièce de Margaret, qui lui rendait visite peut-être 2 fois par an et lui envoyait des cadeaux coûteux mais impersonnels à Noël. Elizabeth, qui vivait à Boston avec son mari architecte prospère et ses 2 enfants parfaits. Elizabeth, qui appelait de temps en temps mais ne restait jamais assez longtemps pour aider à soigner Margaret. Qu'est-ce que c'est? Ma voix était étrange, lointaine, comme si quelqu'un d'autre parlait. Pourquoi laisserait-elle la maison à Elizabeth? Robert a haussé les épaules, sans croiser mon regard. C'est ce qu'elle voulait. Mais tu es son fils. Nous vivons ici depuis 15 ans. Je me suis occupée d'elle. Le choc a cédé la place à quelque chose d'autre, l'indignation, la trahison, une marée montante de colère. Nous avons mis notre vie entre parenthèses pour elle. J'ai quitté mon travail. C'était sa maison, Diane. C'était sa décision. Son ton était d'un calme exaspérant, comme si nous parlions de l'héritage de quelqu'un d'autre, et non de notre maison. Tu étais au courant? La question est restée en suspens, même si, d'une certaine manière, je connaissais déjà la réponse. Quelque chose dans son attitude, la façon prudente dont il avait évoqué les documents, son insistance à les examiner immédiatement, me disait que ce n'était pas une surprise pour lui. Il hésite, puis acquiesce lentement. Elle me l'a dit après la première attaque, il y a environ 2 ans. La pièce a semblé basculer sur le côté. Le tapis d'Orient aux motifs complexes, les bibliothèques que j'avais époussetées chaque semaine, le globe antique qu'il m'avait été interdit de toucher, tout cela me paraissait soudain étranger, comme si je le voyais pour la première fois. 2 ans? Tu savais depuis 2 ans qu'elle donnait notre maison et tu n'as jamais pensé à le mentionner? À quoi cela aurait-il servi? Il y avait de la défensive dans sa voix maintenant. Ça n'aurait fait que créer des tensions pendant qu'elle était encore en vie. Créer des tensions. Je criais presque maintenant, ma voix rebondissant sur les murs lambrissés de noyer. Contrairement à la trahison totale que je ressens en ce moment même,
J'ai passé 3 ans à nettoyer après elle, à lui donner le bain, à lui faire la lecture. Tout cela, alors que tu savais qu'elle avait l'intention de nous jeter dehors. Elle ne nous a pas mis à la porte, dit Robert avec lassitude, en desserrant sa cravate d'un doigt. C'était une habitude nerveuse qu'il avait depuis que je l'avais rencontré, ce petit geste pour se libérer d'une contrainte. Le testament nous donne 6 mois pour trouver un autre endroit. Et maman nous a laissé un peu d'argent aussi. Pas une fortune, mais assez pour un acompte sur quelque chose de modeste. Modeste, répétai-je, le mot amer dans la bouche. Après 15 ans passés dans cette maison, avec ses hauts plafonds et ses moulures d'origine, ses pièces spacieuses et ses jardins bien entretenus, nous devions être reconnaissants pour quelque chose de modeste. Et plus précisément, ce n'est pas le problème, Robert. Pourquoi ne vous a-t-elle pas laissé la maison? À nous, cela n'a aucun sens. Je l'ai regardé fixement. Cet homme avec qui j'ai partagé un lit pendant 15 ans, et j'ai eu l'impression de voir un étranger. Son visage beau de manière conventionnelle, avec son nez droit et son menton déterminé, était un masque de malaise. Mais pas de surprise. Certainement pas de surprise. Pourquoi a-t-elle fait cela? Pourquoi la laisser faire? Il resta silencieux un long moment, ajustant un stylo sur le bureau de façon à ce qu'il soit parfaitement parallèle au bord. Elle a toujours pensé, elle s'est toujours inquiétée que tu m'aies épousé pour la sécurité. Pour la maison, l'accusation est tombée comme un coup de massue. Toutes ces années de bons soins, de sublimation de mes propres besoins et désirs pour entrer dans le moule de la famille Harrington. Et c'est ce que Margaret pensait de moi. C'est ce qu'elle pensait de moi, après 15 ans, après tout ce que j'ai fait pour elle. Des larmes me brûlaient en les yeux, non pas de tristesse, mais de colère. Et qu'as-tu dit quand elle t'a dit ça? Tu m'as défendu? Je lui ai dit qu'elle avait tort, dit-il, mais il y avait quelque chose d'hésitant dans sa voix, une légère pause qui en disait long. Mais maman était... Tu sais comment elle était. Une fois qu'elle a pris sa décision, alors tu t'es contenté de faire comme si de rien n'était, comme tu l'as toujours fait. La vérité de notre mariage se cristallisait avec une clarté douloureuse. Pendant 15 ans, je nous avais considérés comme des partenaires, une équipe. Mais face à un choix entre les souhaits de sa mère et mon bien-être, il l'avait choisi, sans même avoir la courtoisie de me le dire. Vous l'avez laissé croire que j'étais une sorte de croqueuse de diamants, et vous ne m'avez rien dit. Toutes ces nuits passées près de son lit, tous ces jours passés à l'emmener chez le médecin, vous saviez qu'elle avait si peu d'estime pour moi qu'elle préférait donner sa maison à une nièce qui lui rendait à peine visite. Ce n'est pas comme ça, proteste Robert, mais faiblement. Ses épaules s'affaissent légèrement, seul signe visible de sa détresse. Élisabeth était comme une fille pour elle. Elle partageait tant de choses, la même alma mater, le même amour de la littérature. Maman était fière de ses résultats scolaires, et moi, je n'étais que la gardienne, ai-je dit à voix basse. La commodité. Ce n'est pas juste, a-t-il commencé, mais le téléphone a sonné, coupant court à l'attention. Robert décrocha, sa posture se raidissant lorsqu'il reconnut l'appelant. « Oui, bonjour, Élisabeth. Oui, le service était agréable. Petit, comme elle l'aurait voulu. » Il me jette un coup d'œil mal à l'aise. Oui, nous venons de passer en revue ses papiers. Je sortis de la pièce, incapable d'écouter sa conversation polie avec la femme qui était sur le point d'hériter de ma maison. Dans la cuisine, mon domaine du moins, j'ai machinalement mis la bouilloire en marche, une habitude héritée de milliers d'après-midi passés à préparer du thé pour Margaret, du Earl Grey, infusé pendant exactement 4 minutes, avec une seule cuillère à café de miel
et une fine tranche de citron. Jamais de lait. Seuls les barbares mettent du lait dans l'Earl Grey, disait Margaret, mais jamais en présence d'invités qui prenaient du lait. Elle réservait ses jugements pour la sphère privée, les partageant avec le subtil haussement de sourcils qui invite à la complicité. La routine familière m'a semblé soudain creuse, dénuée de sens. Depuis 15 ans, je m'adaptais aux attentes de Margaret. Je parlais plus doucement, je m'habillais de manière plus conservatrice. J'adoptais même ses préférences en matière de thé. Je l'avais fait pour Robert, bien sûr, parce que je l'aimais, parce que je voulais que notre mariage fonctionne, parce que je pensais que si je faisais des efforts, je pourrais gagner l'approbation de Margaret et, par extension, assurer ma place dans la famille. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir le jardin où j'avais planté des roses il y a 3 étés, pensant que j'aurais des années pour les voir mûrir. Des variétés du patrimoine que Margaret avait suggérées, des fleurs à l'ancienne, aux parfums enivrants qui étaient supérieurs à ces hybrides modernes criards. J'ai passé d'innombrables heures à soigner ces rosiers, à les tailler selon les instructions précises de Margaret, à les protéger contre les taches noires et les invasions de pucerons. Les poignées de tiroirs en laiton de la cuisine que j'ai polies un nombre incalculable de fois avec le vernis spécial importé dont Margaret insistait sur le fait qu'il était le seul acceptable. Le papier peint que j'avais aidé Margaret à choisir lorsque nous avons refait la décoration il y a 5 ans. Un motif de William Morris qui était d'un goût classique, contrairement aux absurdités à la mode que j'avais suggérées au départ. J'ai eu l'impression d'investir dans mon avenir, notre avenir, construire une vie dans cette maison où nous vieillirions ensemble, où nous aurions même pu élever des enfants si les choses s'étaient déroulées différemment. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai construit ma vie sur du sable. Rien de tout cela ne m'appartenait, ni la maison, ni le jardin, ni même mon mariage, apparemment. J'avais passé 15 ans à essayer de devenir l'épouse que Margaret jugeait digne de son fils, et j'avais échoué si complètement qu'elle préférait donner sa maison à une nièce qui partageait ses origines et ses intérêts, plutôt qu'à la femme qui s'était occupée d'elle dans ces dernières années. Robert m'a trouvée 1 heure plus tard, assise sans bouger à la table de la cuisine, mon thé froid depuis longtemps. Il avait quitté son costume d'enterrement pour un jean et un pull, une concession au confort maintenant que sa mère n'était plus là pour désapprouver les tenues décontractées après 17 heures. « Elisabeth envoie ses condoléances, dit-il prudemment, pour tâter le terrain. Elle a précisé qu'elle n'avait pas l'intention d'emménager. Elle va probablement vendre la maison. C'est donc un étranger qui va vivre ici à la place, ai-je dit sans embâge. C'est tellement mieux. Diane, tout ira bien. Nous pouvons trouver notre propre endroit, un endroit qui nous appartiendra vraiment. » Il m'a tendu la main de l'autre côté de la table, un geste rare d'affection physique. Nous n'avions jamais été un couple démonstratif, en partie à cause de la présence constante de Margaret, en partie à cause de la réserve naturelle de Robert. Mais je me suis éloignée, incapable de supporter son contact en ce moment. « Ce n'est pas la question, Robert. Pendant 15 ans, j'ai essayé de faire partie de cette famille. J'ai fait des pieds et des mains pour plaire à ta mère, pour que ce mariage fonctionne. J'ai changé ma façon de m'habiller, de parler, de manger, tout ce qui me concerne pour m'intégrer. Et pendant tout ce temps, elle m'a vue comme une étrangère, une prostituée. Et vous ?» J'ai levé les yeux vers lui, cet homme que j'avais pris pour mon partenaire. Vous l'avez laissé faire. Vous saviez ce qu'elle pensait de moi, et vous n'avez rien fait. Qu'est-ce que j'étais censée faire ? Il y avait de la frustration dans sa voix, une fissure dans sa façade calme.
La défier quand elle était malade? Me battre pour la propriété alors qu'elle était mourante? Alors que le quartier s'éloignait derrière moi, j'ai senti une curieuse légèreté grandir. Pas le bonheur, pas encore, mais la possibilité. Pour la première fois depuis des années, mon avenir n'était pas écrit, pas défini par les attentes des autres. Cette idée était à la fois terrifiante et exaltante. Quelle que soit la suite, ce serait mon choix, mon histoire. Je ferais le deuil de ce mariage, de cette vie que j'avais construite avec tant de soin. Mais je ne regretterais pas d'être partie. Parfois, le véritable héritage n'est pas ce qui vous est légué dans un testament, mais ce que vous découvrez lorsque les faux semblants tombent. Votre propre valeur, votre propre voie, votre propre chemin. Et pour l'instant, c'était suffisant. Tu étais censé me défendre, pour nous, pour notre mariage. Je me suis levée, ayant soudain besoin de bouger, d'agir. La cuisine me paraissait étouffante, chaque surface me rappelant mes années de soumission volontaire aux normes de Margaret. Mais il n'y a jamais vraiment eu de nous, n'est-ce pas? C'était toujours toi et elle, avec moi à l'extérieur, qui regardaient à l'intérieur. Ce n'est pas vrai, a-t-il protesté, mais faiblement. Je t'aime, Diane. Vraiment? J'ai demandé, et ce n'était pas rhétorique. Je m'interrogeais sincèrement. Ou as-tu seulement besoin de moi? Il y a une différence, Robert. Il n'avait pas de réponse à me donner. Je suis passée devant lui, je suis sortie de la cuisine et j'ai monté les escaliers jusqu'à notre chambre. Non, pas la nôtre, jamais vraiment la nôtre. C'était une chambre d'amis avant que nous n'emménagions, décorée dans le goût de Margaret, avec de lourds rideaux et un lit à baldaquin que le grand-père de Robert avait ramené d'Angleterre. Nous ne l'avions jamais changé, nous ne nous l'étions jamais approprié. Comme tout le reste dans cette maison, nous nous étions simplement adaptés à ce qui existait déjà. J'ai sorti ma valise du placard, la même valise que j'avais apportée lorsque j'avais emménagé après notre mariage, assez ironiquement. C'était une chose bon marché, bleu marine avec une roue cassée, achetée à l'époque où je n'étais pas très riche. Margaret l'avait commenté à l'époque. Nous devons te procurer des bagages appropriés, ma chère. Un Harrington ne peut pas voyager avec ça. Mais d'une certaine manière, nous ne l'avons jamais fait. Il y avait toujours eu des dépenses plus importantes, des préoccupations plus pressantes. Robert me suivit, l'inquiétude grandissant dans ses yeux, tandis qu'il me voyait sortir des vêtements des tiroirs. « Qu'est-ce que tu fais? De quoi ça a l'air? » Je m'en vais. Je commençais à plier des chemisiers, les plus conservateurs, dans les couleurs sourdes que Margaret avait approuvées, et à les placer dans la valise. « Diane, s'il te plaît, c'est de la folie. Nous pouvons en parler, trouver une solution. » Il est resté dans l'embrasure de la porte, l'air perdu. « Nous n'avons pas à décider quoi que ce soit maintenant. Maman vient de mourir. On est tous les deux sous le coup de l'émotion. J'ai déjà pris ma décision. » Ma voix était calme maintenant, étrangement. Le choc était passé, remplacé par une étrange clarté. Je ne peux plus rester ici, ni dans cette maison, ni dans ce mariage. « Où iras-tu » il demanda, une note de panique s'insinuant dans sa voix. « Chez Claire pour l'instant. » Ma sœur me disait depuis des années que je donnais trop au Harrington et que je recevais trop peu en retour. Elle m'accueillait sans poser de questions, sans me juger. Pour combien de temps? Je ne sais pas, c'était la vérité. Pour la première fois en 15 ans, je n'avais aucun plan, aucune feuille de route à suivre. Juste la certitude que je ne pouvais pas passer une nuit de plus dans cette maison où je n'avais jamais vraiment eu ma place. « S'il te plaît, ne fais pas ça, » dit Robert, et il y a maintenant
une vraie peur dans sa voix. « J'ai besoin de toi. » J'ai fait une pause, une poignée de chaussettes à la main. « Tu vois, c'est exactement ça. Tu as besoin de moi. Tu ne m'aimes pas, pas vraiment. Tu aimes ce que je fais pour toi, la stabilité, l'attention, la façon dont je me suis modelée pour m'adapter à ta vie. Mais ce n'est pas de l'amour, Robert, c'est de la commodité. » « Ce n'est pas juste, dit-il, mais il y a une lueur de reconnaissance dans ses yeux. N'est-ce pas? C'est quand la dernière fois que tu m'as demandé ce que je voulais, qu'est-ce qui me rendrait heureuse? » J'ai recommencé à faire mes valises, en prenant des articles de toilette dans la salle de bains attenante. Je ne m'en souviens pas non plus, parce que quelque part, mes désirs et mes besoins sont devenus secondaires. D'abord à ceux de ta mère, puis à la routine que nous avions établie. Et j'ai laissé faire parce que je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Mais ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? Je ne faisais que maintenir ce qui existait déjà, la maison de ta mère, les normes de ta mère, la vision de ta mère de ce que doit être une épouse digne de ce nom. Je ne t'ai jamais demandé de changer pour moi, dit-il sur la défensive. Vous n'avez jamais eu à le faire. C'était entendu. Si je voulais être un Harrington, je devais devenir quelqu'un d'autre. J'ai refermé la valise avec fermeté. Et maintenant, je découvre que peu importe à quel point j'ai essayé, je n'aurais jamais été acceptée de toute façon. J'aurais toujours été l'outsider, le chercheur d'or, qui n'était pas assez bien pour la maison familiale. « Maman s'est trompée à ton sujet, » dit Robert à voix basse. « Je sais tout ce que tu as sacrifié pour nous, et toi, parce que tu n'as jamais semblé t'en apercevoir. » J'ai passé quelques coups de fil, à Claire, à un service de voiture, pendant que Robert regardait, impuissant. Quand le chauffeur m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il était arrivé, Robert m'a suivi dans les escaliers comme une ombre. Pouvons-nous au moins parler demain, quand nous aurons tous les deux eu le temps de réfléchir? Il avait l'air plus petit d'une certaine manière, diminué sans la maison ancestrale, pour renforcer sa présence. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre à dire, je me tenais sur le seuil de la maison où j'avais passé 15 ans de ma vie. Et je ne ressentais rien d'autre que de l'épuisement. Le testament de ta mère disait tout ce qu'il y avait à dire. Un testament ne concerne que les biens, a-t-il protesté faiblement. Je secoue la tête. Non, Robert, un testament n'est pas une question d'argent ou de biens. Il s'agit de savoir qui, selon toi, a sa place dans ton histoire et qui ne l'a pas. Ta mère a fait son choix. Maintenant, c'est à moi de faire le mien. Je suis sortie sous la pluie, sans me soucier du parapluie coûteux de Margaret. L'eau me semblait purificatrice. Elle lavait des années de faux-semblants. La voiture attendait sur le trottoir, rien d'extraordinaire, juste une berline pratique qui m'emmènerait loin de cette vie que j'avais dépassée. « Je t'appellerai », dit Robert dans l'embrasure de la porte, sa voix se perdant presque dans le bruit de la pluie sur la chaussée. J'ai acquiescé, ne me sentant pas capable de parler à nouveau. Puis je suis montée dans la voiture, ma valise bon marché à côté de moi, et j'ai donné au chauffeur l'adresse de Claire. Nous nous sommes éloignés du trottoir, et je n'ai pas regardé la maison avec son toit à pignons et son porche enveloppant, sa pelouse manucurée et ses roses anciennes. J'avais passé 15 ans à essayer d'y trouver ma place, mais je comprenais maintenant que certains endroits ne sont jamais faits pour être des maisons, peu importe la durée de votre séjour ou les efforts que vous déployez pour vous adapter à leur forme existante.